C'est le moment d'accueillir Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Comme à chaque semaine, il vient nous partager ses commentaires sur l'actualité. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour, David. Difficile de ne pas parler, tout d'abord, Frédéric, là, de la guerre en Ukraine. 2 semaines après le début de ce conflit-là, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'heure actuelle là, de cet affrontement? Ce qui me semble assez évident, c'est que la Russie de Poutine a très, très clairement sous-estimé la force ukrainienne, la résistance de son armée, mais aussi la résistance de ses civils. Il me semble assez évident que les informations que détenait Poutine au moment de lancer l'invasion étaient peut-être erronées, en partie du moins, parce que là, on peut voir la difficulté avec laquelle les troupes russes ont de la difficulté à s'implanter, ont de la difficulté à remporter des batailles qui, de ce que j'ai compris, auraient dû être remportées il y a ça longtemps déjà. Oui, difficulté à s'approvisionner également, vraisemblablement. Exact, oui, en plus, effectivement. Monsieur Bérard, hier, il y a près de 5000 civils ukrainiens qui ont pu quitter la ville assiégée de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, après que Moscou eut ouvert un couloir humanitaire pour permettre cette évacuation. Ça a été confirmé par les forces ukrainiennes, tout ça. Est-ce qu'il y a de l'espoir de voir cette guerre-là se régler par le dialogue? C'est la question qui coûte cher. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un encore aujourd'hui croit la parole de Vladimir Poutine? Évidemment qu'on veut trouver toutes les formes d'espoir possibles, potentielles. Ça me semble être nécessairement une petite avenue vers une certaine accalmie relative, du moins par rapport aux civils. Mais bien franchement, je dois vous dire, Xavier, que moi, je n'y crois plus. À Poutine, j'ai jamais cru de toute manière. Rappelons tous les mensonges de celui-ci depuis le début et même ce qui a précédé l'invasion, quand il disait qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, alors qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, quand il parlait de toutes sortes de trucs avec l'OTAN qui tenaient tout simplement pas la route. Donc, est-ce que dans ce cas-ci, il tiendra parole ou il s'agit d'une nouvelle stratégie? Ça reste à voir, mais de toute évidence, on a les droits croisés pour au moins souhaiter que ces civils puissent sortir de cette espèce d'enfer sur Terre en toute sécurité. Ouais. Vous parliez de l'OTAN, là, les pays membres, dont le Canada, multiplient les sanctions à l'égard de la Russie. Hier, il y a le président américain Joe Biden qui a mis un frein aux importations de pétrole, de gaz et de charbon russe aux États-Unis. Est-ce que cette guerre vient en quelque sorte rehausser la popularité de Joe Biden auprès de la population américaine? Selon les sondages, oui. On peut voir une espèce de légère augmentation actuellement pour ce pauvre Biden qui en avait bien besoin, là, soyons honnêtes. J'ai même vu un sondage hier matin ou avant, je crois que c'est hier matin, qui expliquait qu'il y avait, et ça m'a surpris, une majorité d'Américains qui étaient prêts à payer leur essence plus cher en contrepartie de sanctions face à la Russie, notamment du refus des importations de l'essence russe. Donc, nécessairement, il s'agit d'un appui qui, en tout cas à mon sens, était inattendu pour Biden. Est-ce que ceci durera après quelques semaines de hausse de prix à la pompe? On verra bien, mais toujours est-il que pour l'instant, de voir cette espèce de solidarité américaine, d'une part me surprend, et d'autre part est peut-être un message qui est important dans l'optique où c'est peut-être ce que ça prend en partie pour secouer les espèces de colonnes du temple du Kremlin, parce qu'on sait bien que quand les oligarches vont se mettre à parler à Poutine, et c'est déjà commencé d'ailleurs, c'est certain, peut-être que celui-ci va commencer à reconsidérer sa posture. Vous avez peut-être vu passer là, au Parlement européen ce moment où il y a un traducteur qui fond en larmes alors qu'il traduit le discours de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. J'ai envie de vous entendre. Selon vous, que représente en fait Volodymyr Zelensky aujourd'hui? En fait, c'est le héros qui ne veut pas être héros, Et il le dit clairement, il dit, mettez pas une photo de moi sur votre bureau, mettez les photos de vos conjoints, conjointes, de vos enfants. Il dit, je suis pas un héros, moi, je fais juste mon travail. Et il y a vraiment quelque chose de remarquable chez cet homme. Il y a une force de caractère qui est absolument
exceptionnel. Hein. Lui-même, dans les derniers pourparlers avec Poutine, aurait dit à Poutine, vous savez quoi, quand vous allez nous attaquer, vous n'allez pas nous voir de dos, vous allez nous voir de face. Je connais pas tant de dirigeants, moi, qui seraient prêts à servir la même type de réplique à un gars comme Poutine qui, très clairement, vit des moments difficiles, peut-être même d'un point de vue psychologique ou psychiatrique. Alors moi, Zelensky, franchement, comme plusieurs, je n'ai que du respect pour lui. Et j'ai parlé, Xavier, à une Ukrainienne hier ou avant-hier, qui expliquait ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux civils là, qui vivaient dans des caves. Elle me disait aussi, il y en a qui vivent dans des refoulements d'égouts au moment où on se parle. Ouais. Et on essayait de trouver un peu d'espoir là-dedans. Et elle m'expliquait à la toute fin, elle dit, vous savez quoi, moi je leur ai dit, parce qu'elle a de la famille là-bas, de la famille qui est cachée là, dans des endroits semblables. Elle dit, je leur ai dit une chose, elle dit, savez que la communauté internationale est derrière vous. Tout le monde est derrière vous. Et la réplique a été la suivante. Elle dit, oui, on le sait. Et ça nous touche. Alors moi, quand vous me parlez de Zelensky, quand vous me parlez du traducteur qui fond en larmes, quand vous me parlez de tout ça, je pense très clairement à cette espèce de volet humain, humaniste, ce volet solidarité, ce volet peut-être même espoir qui nous touche actuellement. Un mot, Frédéric, on revient au Canada, un mot pour parler de Jean Charest, ancien premier ministre du Québec. Sa candidature est confirmé ou presque là, à la direction du Parti conservateur du Canada. Radio-Canada l'a annoncé avec 2 sources sûres. Qu'est-ce que représente l'arrivée de M. Charest pour le Parti conservateur? Ça, c'est un grand défi, hein, parce que là, on se rappelle Charest à titre de Québécois. On se rappelle notamment des dernières années de Charest à la tête du gouvernement. On se rappelle la commission Charbonneau, on se rappelle des allégations, des soupçons et tout le tralala. Pour la majorité des conservateurs, ceci dit, pour l'ensemble du pays, c'est pas quelque chose qui a marqué nécessairement les esprits, évidemment, surtout qu'il n'y a jamais eu d'accusation. Mais une chose est sûre, Xavier, le défi va être le suivant. Jean Charest devra convaincre des membres d'un parti qui n'a plus rien à voir avec l'époque. Lui-même était ministre sous Brian Mulroney. On se souvient qu'il avait été ministre de l'Environnement, ministre du Sport amateur il y a de ça très longtemps. Il a été chef de ce parti-là par la suite. Mais depuis la fusion, on s'en souvient, avec le parti de Stephen Harper, on peut penser que la droite beaucoup plus populiste s'est emparée de ce parti-là. Et ce sera ça le défi de Jean Charest, notamment aussi de convaincre un Stephen Harper de l'appuyer, chose que Harper a toujours refusé de faire jusqu'à maintenant, et a même démissionné d'un comité partisan à l'époque lors de la dernière course au leadership pour s'assurer que Charest ne puisse pas remporter celle-ci. Alors, Jean Charest qui devrait faire le saut officiellement demain. À tout le moins, on attend son annonce. C'est prévu jeudi, donc demain. Frédéric Bérard, encore une fois, merci beaucoup pour cette chronique aujourd'hui. Merci Xavier, un plaisir. Au revoir.